Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Rassen Lotfi, qui est un ami et un collègue algérien. Il nous contacte depuis chez lui, depuis l'Algérie, et il est maître de conférence à l'université de Constantine. Rassen Lotfi enseigne bien évidemment la traduction littéraire, mais aussi la traductologie, l'histoire de la traduction. Et sa thèse de doctorat, dont une partie a donné lieu à une production, à une publication sous le titre de l'absolu critique, porte sur les traductions françaises de Najib Mahfouz, donc le prix Nobel arabe égyptien, à travers le prisme de l'analytique bermanienne. Le principal domaine de recherche de Rassen, c'est évidemment la relation entre la traduction et la littérature, mais il précise que le terme littérature est à appréhender au sens le plus large du terme, autrement dit la textualité, qui peut englober aussi les textes sacrés, le Coran par exemple, ou la Bible ou autres. À part ça, nous avons aussi le plaisir de collaborer ensemble autour d'un colloque qui a donné lieu à une publication qui va paraître très bientôt et dont je vous parlerai bien entendu prochainement, autour des métaphores de la traduction. Rassen donc a participé avec un article très intéressant sur ces métaphores de la traduction et leur circulation dans des textes arabophones. Et donc la publication est sous presse, elle va paraître dans la collection Traductologie des presses universitaires d'Artois, pardon. Et pour terminer, j'aimerais aussi dire et montrer que Rassen traduit surtout depuis l'anglais, mais aussi depuis le français. Il a traduit entre autres, je donne juste quelques exemples, Pierre Lemaître, que vous pouvez voir ici, mais il a aussi traduit un ouvrage que j'aime beaucoup de Pierre Bayard, Comment parler des livres qu'on n'a jamais lus. Il a traduit en arabe et vous pourrez peut-être lui poser des questions sur ses stratégies traductives et les raisons qui ont fait qu'il choisisse ce type d'ouvrage à traduire en arabe. Et enfin, bien entendu, nous l'écouterons aujourd'hui surtout parce qu'il a sorti un livre devenu désormais incontournable pour la lecture d'Antoine Berman. Donc, c'est sur justement l'éthique du traduire chez Antoine Berman, dont il nous entretiendra aujourd'hui. Voilà donc une présentation très rapide. Je ne peux pas citer tous tes articles et tous tes ouvrages, Rassen, mais tu auras l'occasion de nous en parler, bien évidemment. Donc, je te laisse la parole et je ferme mon micro pour ne pas parasiter ta parole. Entre-temps, je demande aussi à toutes les personnes présentes de fermer leur micro pour éviter le parasitage, voilà, pour un bon enregistrement. Merci beaucoup, Touria, pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais commencer par remercier Touria Philitulan pour cette opportunité qu'elle m'offre. D'abord, de collaborer avec elle, encore une fois, qui est un plaisir en soi, un plaisir toujours renouvelé et jamais démenti. Et ensuite, de pouvoir parler de traduction, qui est l'un de mes sujets préférés, de traduction générale, littéraire plus particulièrement, et d'Antoine Berman encore plus particulièrement, mais aussi, encore une fois, d'écouter parler de traduction, c'est ce que j'espère faire. D'ailleurs, je remercie toutes et tous ceux qui sont
qui nous ont rejoints ou qui vont nous rejoindre. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que tout au long de cette présentation et durant les discussions, il va peut-être être difficile de dire à chaque fois tous, traductrices, traducteurs, mais langage inclusif s'entend, hein. C'est-à-dire, je vais essayer de parler comme ça spontanément, mais bien sûr, il s'agira toujours de traductrices et de traducteurs. Donc voilà, l'intervention que je voudrais, la communication que je voudrais faire aujourd'hui tourne autour d'Antoine Berman, de la pensée traductologique d'Antoine Berman. Mais je voudrais faire une petite transition, puisque le dernier cours que Touria a donné, c'était justement sur Benjamin, et puisqu'Antoine Berman est lecteur de Walter Benjamin, je voudrais passer par une petite transition, introduction. Voici vous voyez là les axes de ce qui va venir. Donc une transition par Benjamin, puis Berman, lecteur de Benjamin, puis mise en contexte général, puis on va aller sur les 3 axes que Berman lui-même définit comme étant les axes principaux, les axes incontournables pour une réflexion traductologique moderne, qui est l'histoire, l'éthique, qui est le corps de notre intervention aujourd'hui, et la critique, puis on finira par un épilogue que je voudrais un peu, si vous voulez, ce sera une défense un peu d'Antoine Berman. Comme je l'ai déjà dit dans une autre occasion, Antoine Berman, c'est ma paroisse à moi, donc je ne priverai pas de prêcher pour cette paroisse. Je ne parlerai pas du texte de Benjamin, qui est un texte très compliqué, très difficile, et un texte incontournable. Si vous prenez un ouvrage tel que l'ouvrage de Michel Ballard, le fameux ouvrage sur l'histoire de la traduction, il est intitulé « De Cicéron à Benjamin ». Cicéron, c'est le début de la réflexion traductologique. Benjamin, c'est un seuil, c'est un tournant. Donc, à tel point que le critique déconstructionniste Paul de Man, qui a écrit un article intéressant sur ça, sur Benjamin, avait dit « Aujourd'hui, si quelqu'un veut se faire un nom, il est obligé d'écrire et de dire quelque chose sur Walter Benjamin. » C'est devenu comme ça. Mais le paradoxe, c'est que, comme le disait Alexis Nuss, qui a écrit un article sur la réception française de l'essai et sur la réception française des travaux de Benjamin, Alexis Nuss dit que Benjamin est souvent méconnu. C'est-à-dire, on le cite comme ça, décontextualisé, des phrases et on le réduit à des catégories, telles que le pur langage ou le littéralisme à outrance, mais selon toujours Alexis Nuss, c'est un texte qui est méconnu, et beaucoup de critiques qui ont écrit sur Benjamin en France, malheureusement, n'ont pas donné beaucoup d'espace justement à ce texte-là et au travail de la traduction qu'il y a. Ce que Alexis Nuss signale et que je trouve, c'est-à-dire important à signaler, c'est que il y a des lectures très négatives de l'essai. L'admiral en serait l'archétype, parce que l'admiral a beaucoup critiqué Benjamin, il le range comme ça dans le couffin des littéralistes avec Berman et Méchonic, il l'accuse de littéralisme à outrance, il l'accuse d'hermétisme, d'écriture ésotérique, et d'anticommunicationnisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Benjamin le dit, le poème ne communique rien. Et il l'accuse aussi, justement, de procéder d'un impensé théologique auquel on va revenir. Il y a des lectures très positives. Et il y a là le texte de Maurice Blanchot que je signale. C'est un texte dans son livre L'Amitié qui s'intitule tout simplement Traduire. Mais Alexis Nuss dit que Maurice Blanchot a vu ce que beaucoup d'autres n'ont vu, à savoir le fait que Benjamin ne veut pas nier la différence des langues, c'est-à-dire en retournant à la langue pure, mais au contraire, Benjamin dit que la traduction vit de cette différence et même si elle paraît vouloir la supprimer. Ce texte-là a été traduit
d'abord par Maurice de Condillac en France. Il y a eu 2 ou 3 traductions en anglais. Pour l'arabe, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il ait été traduit jusque-là. Je ne crois pas, mais je voudrais signaler 2 retraductions récentes. Bon, la traduction de Martine Broda, qui date quand même maintenant de 25 ans ou de plus, mais elle est importante ici pour notre contexte parce que Martine Broda avait assisté au séminaire d'Antoine Berman sur Walter Benjamin et, et, et elles sont nées, c'est-à-dire elle en a tiré beaucoup d'enseignements. Mais elle est importante, cette traduction de Martine Broda, parce que Martine Broda elle-même dit qu'elle a traduit Paul Celan, le poète allemand, en lisant Walter Benjamin. Et ça, c'est un démenti, comme le dit Alexis Nuss, de cette réputation du texte de Benjamin, que c'est un texte qu'on ne peut pas, c'est-à-dire dont on ne peut pas s'inspirer pour en tirer une pratique réelle, une pratique traductive réelle. Donc Martine Broda avait tiré son concept de célaniser le français, non pas seulement germaniser, mais célaniser le français. Elle l'a tiré de l'enseignement, comme elle le dit elle-même, et comme le dit Alexis Nuss, du texte de Benjamin lui-même. Et l'autre traduction, c'est la traduction d'Alexis Nuss et de Laurent Lamy, qui est très très importante parce que c'est une traduction avec un appareil critique et de notes très très important, et il y a des modifications majeures. Nous connaissons le texte de Benjamin sous le titre « La tâche du traducteur ». Laurent Lamy et Alexis Nuss traduisent par l'abandon du traducteur. Par exemple, là où les traductions françaises, comme Maurice de Condillac dit signification, Lamy et Nuss disent signifiance. Et ça, c'est un terme très très important qu'on retrouve chez Berman, qu'on retrouve chez Meschonnick, et il est très important parce que signifiance signifie mouvement, alors que signification, c'est quelque chose d'achevé et de fini. Je ne pourrais pas en dire plus parce que là n'est pas le propos de notre intervention, et je ne suis pas spécialiste de Benjamin, loin de là. Maintenant, Berman, lecteur de Benjamin. Berman a donné un séminaire sur plusieurs séances sur Benjamin, et ce séminaire a donné lieu après, bien après la disparition d'Antoine Berman, a donné lieu à un livre qui est L'âge de la traduction, un commentaire de Walter Benjamin, de la tâche de traduction de Walter Benjamin. Benjamin est omniprésent dans la pensée bermanienne, on le retrouve dans tous ses livres, ou presque, d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il va parler de la critique de l'éthique de traduction, il citera Benjamin. Lorsqu'il va parler de la critique des traductions, il considérera Benjamin comme étant l'une des fondations de son modèle critique et de sa conception même de la critique et de la critique de traduction. La lecture de Benjamin se fait sur le mode du commentaire. Le commentaire n'est pas comme l'analyse littéraire, parce que selon Berman, l'analyse littéraire s'occupe des idées, le commentaire s'occupe du texte et de la lettre du texte. Et donc, on ne peut pas faire un commentaire d'une traduction, on est obligé, bon, en tout cas selon Berman toujours, on est obligé de faire un commentaire de l'original. Bon, ça c'est selon lui. Et ce qui est important dans le commentaire, c'est le fait que le commentaire nous permet de penser avec le texte, à partir du texte et même contre le texte. C'est-à-dire, faire un commentaire, c'est aussi faire la critique de ce qu'on commente. Et voilà, donc il y a une relation étroite entre le commentaire, la lettre et la traduction, parce que comme le dit Benjamin lui-même, il y a une relation, c'est-à-dire de parité entre commentaire et traduction. Les deux abordent le texte de deux manières différentes, mais dans un cadre très similaire. Bien sûr, il est impossible de résumer le commentaire bermanien de Benjamin, mais je vais donner comme ça quelques idées principales que moi je considère principales. Pour Berman, il faut lire et relire La tâche, c'est-à-dire le titre, l'article de Benjamin, à la lumière de ces textes sur la reproduction de l'œuvre d'art.
Berman n'explique pas plus, mais si on va voir le texte, le fameux texte de Benjamin, l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique, il y a un paragraphe où Benjamin parle de l'aura de l'œuvre et de son autorité, et là où il dit que il y a une différence entre la copie manuelle et la copie technique. La copie technique, elle met en évidence, elle met en évidence, par exemple, la photographie, elle met en évidence des aspects de l'original qui ne sont pas accessibles à la lentille, et elles peuvent l'agrandir et le ralentir, et elle met l'original dans des situations où l'original lui-même ne peut pas accéder. Et ça aussi, c'est la traduction, en fait. Parce qu'une traduction, c'est une lecture, c'est une vision. Et si on va voir le concept d'Uberleben benjaminien, c'est-à-dire la survie, la vie après la mort du texte, donc c'est ça. La traduction aussi, elle prend le texte, elle le met dans des situations où il ne peut pas être c'est-à-dire où il ne peut pas accéder, hein, de par les barrières linguistiques et culturelles. Et donc, Berman dit qu'il faut lire la tâche à la lumière de ce texte-là et lire ces textes-là à la lumière de la tâche. Une autre idée phare que je considère comme étant phare, c'est le hiatus, comme le dit Berman, entre la pensée théorique de Benjamin, telle qu'exprimée dans le texte, dans ce texte-là, et son expérience de traduction. Berman dit que l'un n'informe pas l'autre, l'une n'informe pas l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un hiatus qu'il faut étudier. En allant creuser comme ça, j'ai trouvé un article dans le collectif que Martin Broda a organisé, a dirigé, sur Berman, là où il y avait un article de Robert Kahn sur Benjamin, traducteur de Proust, parce que Benjamin n'est pas seulement traducteur de Baudelaire, il est aussi traducteur de Saint-Jean-Perse, de Balzac, hein, et de Proust. Et Robert Kahn dit que, bizarrement, pour quelqu'un c'est-à-dire pour un critique comme Benjamin, il dit que Benjamin, par exemple, ne respecte pas la syntaxe proustienne. Il arrive jusqu'à germaniser les noms. Donc, on trouve par exemple Herr von Charlus, hein, pour le baron de Charlus. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai dit expérience de traduction contradictoire. En même temps, selon toujours ce Robert Kahn, en même temps, Benjamin arrive à laisser entendre le langage des différents personnages, il arrive à laisser, c'est-à-dire à préserver les réseaux métaphoriques, l'humour des personnages. Donc on voit cette dualité dans l'expérience de traduction de Benjamin de Proust. Mais le jugement final de Robert Kahn, c'est que, quoi qu'il en soit, par la connaissance profonde que Benjamin montre de Proust, la traduction allemande de Benjamin est un passage obligatoire pour toute retraduction de Proust vers le français. Maintenant, si on en arrive à Berman. J'ai envers Berman une dette insolvable parce que c'est lui qui m'a mis les termes de la traduction dans la bouche. C'est-à-dire, j'ai toujours été contre l'adaptation, contre la recherche de l'équivalence en traduction, mais je ne savais pas comment le dire. C'est en lisant Berman, c'est en lisant la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, que je me suis dit, ah, voilà, c'est comme ça que je voudrais, voilà. C'est un livre que je ne cesse de lire et de relire, et dans lequel je ne cesse de découvrir des choses que je ne voyais pas. Donc, c'est pour moi une dette que je ne pourrai jamais. D'ailleurs, c'était un peu la raison pour laquelle j'ai fait une thèse sur ça et un livre sur ça. Maintenant, je commence à me dire, bon, j'aurai un peu la dette. La pensée de Berman est en perpétuelle réévaluation et reformulation, comme le disait si bien Robert Davreux, le poète Robert Davreux, parce qu'en fait, il ne cesse de se remettre en question. Je donnerai un exemple rapide. Par exemple, en 1985, dans son fameux essai « La traduction ethnocentrique et hypertextuelle », il avait parlé de cette tendance romaine, de la romanité conquérante et annexionniste, cette traduction qui... Puis il est revenu après pour reconnaître que non, le rapport des Romains à la traduction ne peut pas se voir en dehors de la traditio, comme on dit en latin,
c'est-à-dire de la tradition. On parle aussi de deux Berman, le Berman de la traduction et la lettre et le Berman pour une critique des traductions. Et il y a une question qui se pose comme ça, est-ce qu'il y a une mutation puis une coupure entre les deux, ou bien y a-t-il une continuité? Isabelle Berman, dans une lettre qu'elle m'a aimablement adressée, quand je l'ai contactée, elle a dit que la pensée de Berman, après tout, est une épreuve de continuité, et je pense qu'elle a raison, parce que des thèses bermaniennes que l'on retrouve vers la fin, c'est-à-dire dans son livre, par exemple, sur Amiot ou dans son livre sur John Donne, pour une critique des traductions, on les retrouve aussi au début, même d'une manière, si vous voulez, pas clairement énoncée. La pensée bermanienne, comme il le dit lui-même, la tâche de la traductologie moderne, comme il le dit lui-même, doit tourner autour de 3 axes. C'est l'histoire de la traduction, l'éthique de la traduction et la critique ou l'analytique de la traduction. Mais disons tout de suite que ces axes-là sont inextricablement liés. Ils sont comme la Trinité chrétienne. On ne peut les séparer que pour les besoins de l'analyse. Hein. C'est-à-dire ils sont 1 et 3 et 3. Parce que, par exemple, en faisant l'histoire de la traduction en France et en analysant le Plutarque d'Amiot, il est en train de faire de l'analyse de l'analytique de la traduction et de l'éthique, puisqu'il dit quelle est la bonne traduction et quelle est la mauvaise traduction. Et vous pouvez comme ça faire dans tous les sens. L'histoire de la traduction. Faire histoire, c'est faire œuvre d'archéologie. Le terme est de Berman toujours. L'histoire de la traduction, pour lui, d'abord, elle doit procéder à partir du présent. On fait l'histoire de la traduction pour questionner la situation présente. Lorsque Berman parle d'Amiot et de la situation financière et sociale très enviable qu'il a, il fait directement la comparaison avec la situation des traducteurs aujourd'hui. En France, puisqu'il est français, mais on peut généraliser. Hein. Par exemple, quand il parle de l'Académie française qui a été fondée par plusieurs membres, dont des traducteurs, maintenant, si on va voir, dans l'Académie française, il n'y a aucun traducteur, c'est-à-dire aucun traducteur en tant que traducteur. Péroda Blancourt était membre de l'Académie, je crois même membre fondateur, si on peut dire ça, mais Péroda Blancourt était exclusivement traducteur. Donc la situation, on part toujours, on questionne, on fait l'histoire, mais c'est pour questionner. L'histoire est archéologie, c'est-à-dire archéologie dans le sens foucaldien du terme. Hein, c'est-à-dire c'est l'étude des relations et des pratiques, c'est-à-dire des pratiques du fonctionnement de l'archive, c'est-à-dire des discours qu'une certaine culture produit, et voir comment ces disciplines-là, c'est-à-dire littérature, traduction, dessinent horizontalement ce que Foucault appelle une épistémée. Par exemple, pour l'épistémée classique, si je peux donner un exemple, Berman n'en parle pas, mais bon, je dirais comme ça rapidement, si on veut appliquer l'épistémée foucaldienne classique, la transparence, la neutralité du langage, le commentaire est remplacé par la critique qui profane le texte, et donc tout ça va avoir des retombées sur la traduction et sur ce que les grands traducteurs classiques se sont permis de faire avec les textes originaux. Mais on va revenir à ce terme-là d'archéologie, c'est-à-dire parce il traversera toute l'œuvre de Berman. Faire l'histoire de la traduction en France, c'est aussi aborder ce qu'Antoine Berman appelle la culture de la traduction ou la culture de traduction, c'est-à-dire la conscience dans une culture de l'importance de la traduction dans la fondation de cette culture. Et donc la tendance à soutenir la traduction et à lui donner sa place qu'il lui faut. Et pour Antoine Berman, la culture française contemporaine n'est pas une culture de traduction, contrairement à la culture allemande. Il y a un oubli en France du rôle que les traducteurs ont joué dans la fondation même de la langue et de la littérature française. Et ça, Berman n'est pas le seul à le dire. Méchonic, par exemple, Méchonic le dit clairement. L'Europe est fondée sur la traduction, mais elle est aussi fondée sur l'oubli des traductions.
Et donc, faire œuvre d'archéologie, d'histoire de la traduction en France, c'est revenir à l'origine. L'origine, pour Berman, n'est pas le début. L'origine, c'est revenir à ces traductions-là qui ont fondé une tradition traductive en France. Quelles sont les traductions qui ont été un tournant et qui sont devenues incontournables, même si les traducteurs d'après les ont laissés de côté, mais qui ont fondé ce que Berman appelle une tradition de la traduction en France. Et pour la France, ça va être Oresme et Amyot. Mais avant de passer à Oresme et Amyot, Antoine Berman fait quelque chose de très très important, c'est faire l'histoire des images et des métaphores de la traduction. Ça, c'est important. D'ailleurs, j'imagine que c'est important, c'est-à-dire que ça sera intéressant pour toi spécialement, Tolia, parce que c'est l'un de tes axes d'intérêt. Hein? D'où viennent les images? Et Antoine Berman pose 3 questions. Il dit que faire l'histoire des images et des métaphores de la traduction veut dire ceci. Veut dire d'abord poser la question pourquoi la traduction cherche sa vérité positive et négative dans les métaphores et les comparaisons. Pourquoi, lorsqu'on veut parler de traduction, on a recours aux métaphores? Berman donne comme ça une possibilité de réponse, c'est ce lien, si vous voulez, ontologique et étymologique entre le terme métaphérein grec et traduction. Parce que les Grecs, pour parler de traduction, disaient métaphérein. La deuxième, c'est quelles expériences négatives sont à l'origine de cette imagerie négative? Non, la deuxième, c'est pourquoi les images de la traduction sont-elles dans leur majorité négatives? Pourquoi la grande majorité des images, elles sont négatives? Il y a bien sûr des images positives, ce que Berman appelle les métaphores poétiques. Mais pourquoi généralement les images sont-elles des images rhétoriques, c'est-à-dire qui plaquent une catégorie préétablie sur la traduction? Berman laisse la réponse ouverte, il ne répond pas. Et la troisième, quelles sont les expériences négatives qui sont à l'origine de cette imagerie négative? Parce que, par exemple, au XVIe jusqu'au début du XVIIe siècle, l'image sociale de la traduction n'était pas négative. Mais la représentation métaphorique dans le discours, elle l'était. Donc, il y a un hiatus entre image sociale, c'est-à-dire réalité du traducteur, et image métaphorique. Et ce que Berman dit, et que je trouve important, c'est que les métaphores sont non seulement produits d'expériences négatives, mais elles produisent elles-mêmes d'expériences négatives. Ces images-là, donc, façonnent notre manière de voir la traduction et négativisent une expérience qui n'était pas forcément négative, négative au début. Maintenant, pour revenir à l'histoire de la traduction et l'histoire de la traduction en France, Berman dit qu'il y a Oresme et qu'il y a Amyot, qu'il considère comme étant une double origine de la traduction en France. Double origine, c'est-à-dire qu'il y a dans chacun des deux la patte, si vous voulez, la graine de deux pratiques traductives, qui sont les belles infidèles et les traductions littéralisantes et populaires. Ça ne veut pas dire que Oresme, il est d'un côté et que Amyot, il est de l'autre. Il y a dans les deux les graines des deux, et on va voir bien sûr, et on le sait, maintenant c'est devenu de l'histoire, history comme on dit en anglais, on le sait que juste après Amyot, c'est-à-dire au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est les belles infidèles qui ont été gardées et les traductions littéralisantes et populaires, orales et populaires qui ont été écartées. Donc, c'est l'une des deux possibilités ouvertes par Oresme et Amyot qui ont été exploitées et l'autre a été oubliée. En parlant d'Oresme et d'Amyot aussi, Antoine Berman parle c'est-à-dire évoque la question de la traduction et du pouvoir politique. Oresme appartenait à l'école de Charles V. Amyot était très proche de la royauté, c'est-à-dire de François Ier et des Valois. Et là, c'est-à-dire, Berman dit qu'il y a une nécessité de l'institutionnalisation de la traduction. La traduction, différemment de la littérature, selon Berman toujours, a besoin de soutien et d'institutionnalisation pour qu'elle vive. Il y a bien sûr le risque de perte de liberté, mais l'institutionnalisation,
n'est pas uniquement verticale, parce qu'il y a le soutien financier accordé aux traducteurs par les institutions privées ou publiques. Ça, c'est une institutionnalisation verticale, et par le pouvoir politique. Il y a aussi une institutionnalisation horizontale, lorsque les traducteurs et les traductrices s'organisent en réseau, hein, les organismes. Il y a la régularisation socio-professionnelle de l'activité des traducteurs et traductrices. Et il y a aussi l'enseignement, l'instauration d'enseignements spécifiques, c'est-à-dire enseigner la traduction dans des écoles. Tout ça, c'est une institutionnalisation qui va, c'est-à-dire soutenir et défendre la traduction. Si on revient à l'histoire du monde arabe, le mouvement de traduction lancé par les Abbassides, par Al-Mansour, qui va durer 2 siècles et que moi je considère peut-être le plus grand mouvement de traduction de toute l'histoire de l'humanité, par sa longueur, si vous voulez, et par sa, n'aurait pas pu être comme ça s'il n'avait pas été soutenu par toute une société. Non seulement les califes et les princes, mais les grands, c'est-à-dire les marchands, même les chefs de l'armée. C'était toute une société qui portait ce mouvement de traduction, qui a donné un mouvement de traduction vraiment monumental, qui est le mouvement de traduction abbasside. En France aussi, on doit parler aussi de Dubélé et du rôle qu'il a joué dans le rejet de la traduction. Mais on passera directement à Amyot parce que c'est à Amyot que éthique de traduction, critique de traduction et histoire de traduction se rejoignent. Parce que le Plutarque que d'Amyot, c'est une grande traduction selon Antoine Berman. Mais la grande traduction, c'est une catégorie bien définie. La grande traduction est celle qui incarne l'idéal traductif de son époque, qui arrive à faire un compromis entre l'idée de la traduction, qui est son essence même, et qui définit la loi de la traduction, qui est la fidélité, la loi de la traduction, fidélité, mais aussi c'est l'équilibre entre cette idée-là, cet interne platonicien, et la figure. La figure, c'est la forme externe du traduire dans laquelle, à chaque époque, s'articule dans la totalité de ses aspects l'activité traduisante. Donc, l'idée est supra-historique, si vous voulez, et la figure, si vous voulez, c'est à chaque époque, cette idée-là s'articule d'une certaine manière. C'est-à-dire ce qu'est le traduire à chaque époque. Et il y a cette relation dialectique, si vous voulez, cette tension entre idée et figure, que la grande traduction arrive à, si vous voulez, à faire comme ça un compromis entre les deux. Et ce qui est important, ce que dit Berman, c'est ça. Autant l'idée de la traduction nous fait échapper à cette faiblesse de la pensée qui est le relativisme. Parce que qui dit figure, époque historique, dit relativisme. Autant le concept de figure de la traduction nous permet de saisir rigoureusement l'historicité de la traduction. Parce que si on dit il n'y a que figure de traduction, donc la traduction chez les Français au XVIIe siècle, c'était comme ça. Au XVIIIe siècle, c'était comme ça. Au XIXe, donc on va tomber dans ce qu'on pourrait appeler un absolu relativiste ou relativisme absolu. Donc, l'idée vient réguler ça, mais en même temps, pour ne pas tomber dans le dogmatisme et pour ne pas oublier que la traduction a une historicité, il nous faut le concept de figure. Maintenant, on termine avec, c'est-à-dire ce petit chapitre-là, avec la fortune d'Amyot. Amyot, et ça c'est ce qu'on a tendance à oublier, en tout cas selon Antoine Berman, Amyot est considéré, qui est traducteur, il était exclusivement traducteur, est considéré comme étant le père du français. Des critiques comme Gustave Lanson on dit que Amyot a rendu Montaigne possible. Montaigne est le plus grand prosateur de l'histoire de France. Montaigne lui-même disait « Amyot a fait que les Français osent l'écriture ». C'est-à-dire qu'avant Amyot, les Français n'osaient pas écrire. Et donc, vous voyez tout ce que Amyot a pu ouvrir c'est-à-dire comme possibilité à la prose française. Et donc, il y a toute une filiation Amyot, Montaigne, et puis en arrivant jusqu'aux grands prosateurs français comme Gracq, comme Cohen et comme bien sûr Marcel Proust. Mais paradoxalement, l'héritage d'Amyot a été dilapidé. Le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, avec des grands traducteurs comme Blancourt, sur d'Amyot.
Mais en se réclamant d'Amyot, ils ont réclamé de la facette, si vous voulez, qui allait donner lieu aux belles infidèles. Tout ce qui est oralité, popularité dans l'écrit d'Amyot, son travail là sur la prose a été oublié, et c'est le courant des belles infidèles qui va avoir, c'est-à-dire de la traduction ethnocentrique et hypertextuelle qui va avoir le dessus, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Parler d'Antoine Berman et du volet de l'histoire de la traduction d'Antoine Berman ne peut pas se faire sans parler de romantique allemand et de son fameux livre L'épreuve de l'étranger, la traduction et culture chez le romantique allemand. Je passerai rapidement, je ne resterai pas longtemps sur les romantiques. Mais on va avoir presque le même schéma. Nous allons voir qu'en parlant des romantiques, Berman a d'abord parlé de Luther, traducteur de la Bible. Pourquoi? Parce que Luther est l'origine de la traduction en Allemagne, dans le sens bermanien du terme. Et la traduction de Luther est une traduction fondatrice. D'abord, sur le plan linguistique, parce qu'il y a l'allemand d'avant Luther et l'allemand d'après Luther, on en parlera après en détail, hein, c'est-à-dire pendant les questions. Elle est fondatrice sur le plan théologique, parce que Luther a fondé une nouvelle religion, entre guillemets, hein, et elle est fondatrice sur le plan du travail de la traduction. Parce que Luther avait c'est-à-dire une vision, une manière de traduire qui aurait dû être suivie après, mais que, encore une fois, on va voir que c'est un héritage qui a été délaissé, dilapidé, encore une fois. Il y a le concept, bien sûr, quand on parle des romantiques, on parle de la Bildung. La connaissance du soi ne passe pas sans la connaissance de l'autre. Sortir vers l'autre pour revenir vers soi, même si cette expérience-là a ses limites, parce que l'autre là, comme le disent les critiques de Berman, l'autre ne devient qu'un prétexte pour la connaissance de soi et pour l'enrichissement de soi. Herder disait, le philosophe allemand Herder disait, quand je vais dans des contrées étrangères, je prends des fleurs comme ça, des roses, je cueille des roses pour les ramener. Hein? Donc il y a la langue nationale, c'est-à-dire la langue mère, qui est la langue fiancée, féminine, hein? Puisqu'on parle de féminisme, ça c'est les voisins. Et il y a aussi ce mouvement de sortir pour ramener, pour s'enrichir soi-même, ce cycle-là. Ce qui est important avec les romantiques allemands, c'est le fait qu'ils ont fait avec l'héritage de Luther. Parce qu'ils ont fait ce que Berman appelle une coupure ontologique entre le langage de l'art, qui est un langage factice, pas naturel, et le langage populaire, le langage de la nature. Et donc, ils ont écrit dans un langage coupé du langage allemand que les Allemands parlaient. Et ça, c'était contraire. Hein, c'était l'opposé du travail de Martin Luther qui allait écouter l'homme dans la rue, l'homme au marché, la femme dans son foyer et l'enfant dans la rue pour écrire sa traduction. Et donc, bizarrement, ces romantiques allemands qui ont fondé consciemment leur vision du traduire sur une vision anti-française, anti-classique, ont fini, comme le dit Antoine Berman, par rejoindre les classiques français en écrivant dans un langage coupé, un langage qui n'est pas naturel, qui n'est pas réaliste, ou réel, si vous voulez. Et justement, la pensée de Berman, parce que cette vision romantique qui est fondée sur le langage de l'art, elle fonde l'illisibilité, si vous voulez, elle mène à l'illisibilité, et elle fonde l'illisibilité comme étant un fondement de l'art romantique. Et justement, la pensée de Berman, elle est fondée sur une critique, sur un refus de ces théories monologistes et intransitives de la littérature. Et là, il fait référence à Blanchot, par exemple, Maurice Blanchot, qui parle du silence de l'œuvre, et il dit que toutes ces théories-là, y compris Blanchot, sont choses du passé, hein, même si... et quand on dit monologique, on pense directement au dialogique de Barthes. Et Antoine Berman va directement, c'est-à-dire il cite directement Barthes, qui parle du dialogisme dans le roman, et on va retrouver ce dialogisme-là
lorsqu'on parlera du concept du texte traduit chez Antoine Berman. Donc, la pensée de Berman est une critique de cette théorie monologique et intransitive de la littérature. Elle est fondée aussi, comme il le dit lui-même, sur sa propre expérience de la traduction de la grande prose latino-américaine. Arguedas, Arlt, Roa Bastos, hein, un certain nombre d'écrivains. Pourquoi? Parce que ce sont ces écrivains-là qui lui ont ouvert les yeux sur la dimension, si vous voulez, populaire et orale de la littérature. Et donc dialogique, hein, de la prose littéraire, et on va voir que ça va, c'est-à-dire que ça va accompagner sa pensée jusqu'au bout. Je voudrais aussi signaler une critique qui a été faite à Antoine Berman par Venuti à propos de sa lecture de Schleiermacher. Parce que Schleiermacher, c'est le fameux... Berman a traduit la conférence de Schleiermacher, des différentes méthodes de traduire, laisser l'écrivain tranquille et lui ramener le lecteur, ou bien laisser le lecteur tranquille et lui ramener l'écrivain. C'est la fameuse dichotomie schleiermachienne. Mais Venuti dit qu'il faut remettre cette lecture en contexte, parce que si Schleiermacher voulait traduire littéralement et voulait traduire massivement, c'est aussi parce qu'il y avait un chauvinisme anti-français dans sa pensée. Parce que si on veut faire sortir les Français de notre culture, et au XVIIIe siècle, l'Allemagne, c'est-à-dire les classes dirigeantes en Allemagne, parlaient français, réfléchissaient français. Si on veut sortir le français et les Français, on doit traduire du français. Comme ça, on va lire les Français, mais en allemand et pas en français. Donc, il y a toute une politique, une lecture politique, et là, Lawrence Venuti critique la lecture bermanienne de Schleiermacher, qu'il considère comme étant une lecture un peu réductrice et qui ne voit pas justement cette dimension chauviniste et politique je vous prie de m'excuser, de Schleiermacher. Idée aussi très importante, c'est la référence que fait Berman à Goethe et qu'il va reprendre après dans sa théorie, parce qu'il parlait de la traduction comme étant rajeunissement de l'œuvre. Et donc, ouverture, voilà, rajeunissement de l'œuvre qui vieillissait. Goethe préférait le Faust de Nerval, c'est-à-dire la traduction de Nerval, à son propre texte. Il le disait, je préfère la traduction française de Nerval de mon Faust à mon propre texte. Et donc, Berman va reprendre ça dans une idée très, très importante qui est le fait que la traduction n'est pas un pis-aller. On dit pis-aller ou pis-aller? Moi, je crois pis-aller, c'est ça. Mais c'est le mode d'existence par lequel les textes nous arrivent. Nous allons y revenir. Et Goethe et les romantiques sont importants aussi parce que, selon Berman, il y a la théorie restreinte de la traduction, c'est-à-dire la traduction des textes. Mais pour les romantiques, il y a une théorie généralisée de la traduction, c'est-à-dire la traduction dans son sens général, c'est-à-dire le fait que les différentes disciplines versent l'une dans l'autre, le fait de voir, de considérer que la traduction n'est qu'une partie des différents échanges interculturels. Steiner, par exemple, qui est un herméneute, disait que comprendre, c'est traduire. Donc, c'est dissoudre le traduire dans le comprendre. C'est dissoudre l'acte de traduction restreint, stricto sensu, comme on dit, dans cette définition générale du traduire. Et Berman critique ça et dit qu'il faut laisser, il faut séparer l'acte du traduire en lui-même de toutes ces définitions, c'est-à-dire plus généralisées de la traduction, sinon elle risque de se dissoudre et de se perdre. La traduction, la relation entre original et traduction est une relation unique et on doit garder cette unicité. Il va après plus loin pour dire ça va être le paradigme même de tous les échanges interculturels. Là, on arrive à l'éthique, qui est le corps de... Il y a une éthique positive et une éthique négative. L'éthique consiste à affirmer et à défendre la pure visée de la traduction en tant que telle. Et la pure visée, chez Antoine Berman, elle est éthique, bien sûr, c'est la fidélité, et c'est l'ouverture de l'étranger en tant qu'étranger à notre propre espace culturel.
L'éthique négative, c'est étudier toutes les valeurs idéologiques et littéraires qui tendent à détourner justement la traduction de cette pure visée. C'est-à-dire, c'est étudier les traductions ethnocentriques et hypertextuelles. Dire quelles sont ces pulsions, quelles sont ces valeurs idéologiques, culturelles et littéraires, le bien écrire, la clarté, le fait que la traduction ne doit pas sentir sa traduction, tout ça qui détourne la traduction de sa pure visée et qui sont des mythes, c'est-à-dire qui sont des mythes quasi indiscutables dans nos institutions. Donc éthique, quand il parle d'éthique positive, c'est-à-dire de théorie, il ne réfléchit plus en termes de théorie et de pratique, mais en termes d'expérience et de réflexion. Pourquoi? Parce que qui dit théorie dit préséance et dit précédence, si vous voulez, chronologique et ontologique sur la pratique. Il y a d'abord la théorie, puis qu'on vient plaquer sur la pratique, qui n'est que la pratique de cette théorie-là. Pour Berman, non, il utilise des termes plus phénoménologiques que l'on retrouve chez un grand nombre de philosophes phénoménologiques à partir de Hegel, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais il y a cette relation dialectique entre l'expérience et la réflexion. Il y a d'abord l'expérience, mais toute expérience qui ne se réfléchit pas ne deviendra jamais connaissance. Et donc, expérience, réflexion, et c'est cette réflexion-là qui transforme l'expérience en connaissance. Et cette connaissance, Antoine Berman l'appelle la traductologie. Et donc, la traductologie, c'est la réflexion de la traduction sur elle-même à partir de sa nature d'expérience. Mais si on se met en tête, c'est-à-dire si on garde en tête le caractère dynamique d'expérience et de réflexion, on dira avec Berman que la traductologie n'est pas méthodologie. La méthodologie, comme le dit Antoine Berman, ne peut être que dans la traduction ethnocentrique et hypertextuelle, parce que c'est des catégories bien définies et qu'on vient appliquer. Mais une vision plus dynamique du traduire de la traduction, elle ne peut pas être méthodologique, elle est plus dynamique, elle est plus mouvementée, si vous voulez. Maintenant, la traduction ethnocentrique et hypertextuelle, c'est la traduction que Berman ne cesse de critiquer et qui est devenue, si vous voulez, comme ça, l'emblème de la théorie bermanienne, définie négativement, bien sûr, c'est-à-dire de tout ce que Berman combattait comme traduction. Je ne vais pas définir ethnocentrique, j'imagine que tout le monde connaît. Ethnocentrique, c'est centré sur sa propre ethnie, sur sa propre culture. C'est celui qui considère que tout ce qui n'est pas de sa propre culture est tout au mieux bon à être annexé. Ça c'est dans le meilleur des cas. D'ailleurs, il y a ce livre-là de Tzvetan Todorov, Nous et les autres, la réflexion sur l'altérité, qui est un livre magnifique et qui traite justement de l'ethnocentrisme dans la culture française. La traduction ethnocentrique et hypertextuelle est fondée sur un fondement platonicien, comme le dit Antoine Berman, sur la coupure platonicienne entre le monde des idées et le monde sensible, et sur la coupure paulinienne, c'est-à-dire de Paul, sur la lettre qui tue, litteram occidit, comme il dit en latin, et l'esprit qui vivifie, spiritus vivificat. Donc, vous voyez la lettre, le corps qui tue et l'esprit qui vivifie. Donc, le corps, la lettre, c'est le corps du texte qui tue et le sens, l'esprit qui le vivifie. Donc, il y a cette coupure qui présuppose un sens universel qu'on peut couper de la lettre. Un sens saisissable, donc on peut le prendre comme ça, un sens préalable. Un sens qu'on dirait Derrida, un signifiant transcendantal. Un signifié transcendantal, pardon. C'est-à-dire un sens qui est caché là dans le texte, que l'on peut séparer du contenant et que l'on peut prendre comme ça et remettre, le rhabiller, pour prendre une métaphore vestimentaire, le rhabiller par une autre. Et cette vision-là, selon Antoine Berman, présuppose aussi quoi? La priorité de la langue traduisante. Et donc,
la langue traduisante est considérée comme étant prioritaire, donc meilleure que toutes les autres langues. Et tout au long de l'histoire de la traduction classique, qui est selon Antoine Berman, le summum, si vous voulez, de cette traduction, de cette tradition ethnocentrique hypertextuelle, on a tous les débats sur la langue italienne, langue du désir et de la dissolution, la langue espagnole qui est langue des matadors, et la langue française qui est la langue de la raison. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français, disait Rivarol, tout simplement. Et pour résumer les choses. Et donc, le fondement de cette traduction ethnocentrique, c'est que la traduction ne doit pas sentir le fait qu'elle soit une traduction. C'est un paradoxe en soi. Mais c'est ça. Une bonne traduction ne doit pas sentir sa traduction, et une bonne traduction doit être écrite, le fameux comme si l'auteur avait écrit, s'il avait écrit dans la langue traduisante. On traduit, je ne sais pas, Faulkner vers le français, on doit l'écrire comme si Faulkner aurait écrit s'il avait écrit en français. Hein? Le comme si, cette transparence, cette fluency, comme le disait Lawrence Venuti. Et la traduction hypertextuelle, c'est le fait que la traduction soit rapprochée d'autres pratiques hypertextuelles comme l'imitation, l'adaptation. Il y a même des théoriciens qui parlent de... D'ailleurs, maintenant, il y a tout un courant de ce qu'on appelle l'étude du corpus en traduction. Il y a cet article-là d'un certain Gallagher, je ne me souviens pas plus bien de son prénom, qui parlait de traduire vers le français de la littérature américaine, par exemple, mais de recourir à un corpus d'expression, de collocation que l'on tire de la littérature française. Et donc, c'est une pratique hypertextuelle donc, c'est, résumé, c'est cette pratique qui rapproche la traduction de l'imitation et de l'adaptation, qui sont des pratiques intertextuelles et hypertextuelles. L'éthique positive maintenant, c'est-à-dire la traduction telle que Antoine Berman la théorise et la défend. D'abord, on doit faire une petite référence à Lévinas, d'ailleurs parce que Berman fait référence à Lévinas, le philosophe de l'éthique, le philosophe de l'altérité, de l'autre absolument autre, de l'autre en tant que visage, de la responsabilité absolue envers l'autre. Et donc là, on voit directement le lien, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'Antoine Berman fait référence au livre de Lévinas, Totalité et Infini. Mais je voudrais juste comme ça ouvrir une petite parenthèse parce que malheureusement, il y a un livre qui a été écrit par un chercheur palestinien aux États-Unis, Zahi Zelloura, sur la philosophie continentale et la cause palestinienne. Là où il a parlé de Lévinas et là où il a montré comment malheureusement Lévinas lui-même n'a pas été fidèle à son éthique et à sa philosophie du visage et à son respect total de la vie humaine et de l'altérité quand il s'est agi par exemple de Sabra et Shatila et des morts, parce que le mort est palestinien, il n'est pas européen ou il n'est pas autre chose. Bon, bref, littéralité et fidélité. Quand on dit Antoine Berman, on dit littéralité et fidélité. La traduction est traduction de la lettre, du texte en tant que lettre. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Parce que quand on dit littéralité, on pense directement au mot à mot. D'ailleurs, Antoine Berman, dans son dernier livre, a fini par dire que je vais peut-être laisser tomber ce terme-là, littéralité, parce qu'il est tellement chargé de cette vision négative et réductrice que peut-être il est impossible de libérer littéralité du motamotisme. Mais la littéralité, et ça, c'est une chose sur laquelle il faut insister. Traduire la lettre, c'est traduire un tout textuel unique, comme le dit Antoine Berman, dans lequel il y a une unité unique à chaque fois. Ça, c'est la poétique méchonicienne. Un tout textuel unique, là où il y a une unité textuelle unique à chaque fois, à chaque texte, à chaque écrivain et à chaque texte, entre contenu et forme, entre langue et dit. Donc, il y a cette relation de nécessité entre forme et contenu,
entre ce que Mechanic appelle signification et mode de signifier. Pour traduire l'un, même si on prétend vouloir traduire le dit, le sens, il faut passer par l'autre. L'un et l'autre ne sont pas séparables. Donc, il y a une relation dialectique entre la forme et le contenu que nous retrouvons par exemple chez Heidegger dans la relation entre terre et le combat intime, comme il l'appelle, entre la terre et le monde vécu, le Lebenswelt dans une œuvre d'art. Et bien sûr, cette relation de nécessité, on va la retrouver, et peut-être, sûrement Bergman l'a reprise d'une manière ou d'une autre, d'Henri Mechanic, parce que c'est chez Henri Mechanic qu'elle s'explique comme ça, très... Le littéralisme n'est pas contraire à la liberté, à la créativité, et n'est pas synonyme du mot à mot. Le littéralisme se fait aussi à travers la liberté. Et là, on verra directement la critique de l'admiral qui considère que tous les littéralistes et tous les sourciers procèdent d'un impensé théologique, la sacralisation du texte, le dénigrement de la traduction et toutes les critiques que Bergman en fait. Le temps nous prend comme ça rapidement. Est-ce que je peux continuer ou je dois, c'est-à-dire résumer? Tu penses quoi, Tolia? Parce qu'il est déjà 11 heures. Oui, non, tu peux continuer encore un quart d'heure si tu veux. D'accord. Donc j'essaierai de... L'idée phare, pour résumer, c'est que la littéralité n'est pas un fantasme théorique. C'est une pratique historique réelle. Et elle s'est manifestée avec de grandes traductions comme le Sophocle de Hölderlin, comme l'Énéide de Klossowski et comme le Milton de Chateaubriand, qui nous apprennent tous d'une manière ou d'une autre, qui nous donnent tous des enseignements sur la traduction littérale, le fait qu'elle soit, c'est-à-dire un mûrissement de la réflexion traductologique, le fait que la littéralité n'est pas le calque, c'est une manifestation du texte, le fait que la littéralité n'est pas une violence sur le texte original seulement, mais c'est une violence aussi sur la culture, c'est-à-dire que c'est un dépaysement qui rapatrie pour ce qui est pour la traduction de Hölderlin. Et je vais terminer avec la critique des traductions. Ou si tu veux que je passe rapidement sur la critique et que je revienne sur l'éthique. Bon, maintenant pour ce qui est de la critique des traductions. Bergman a esquissé un modèle de critique fondé justement sur cette vision-là historique et sur cette vision éthique du traduire. Ce modèle de critique, il a essayé de l'appliquer sur la prose et il a essayé de l'appliquer aussi sur la poétique. Pour la prose, il dit qu'il y a une urgence parce qu'il est facile de voir comment est-ce qu'un poème est détruit, mais difficile de voir comment est-ce qu'un roman est détruit. Et surtout que le poème est considéré comme étant la poésie est plus difficile à traduire, la prose est moins difficile. Donc, ce dénigrement-là, un peu si vous voulez, fonde l'urgence de l'analytique de la traduction de la prose. Cette analytique est fondée c'est-à-dire il a essayé de l'appliquer à travers ce qu'il a appelé les 13 tendances déformantes, et il a essayé d'analyser comment est-ce que ces 13 tendances-là, rationalisantes, clarifiantes, homogénéisantes, classicisantes, en un seul mot, cachent ces caractéristiques de la grande prose selon Bergman, l'informité, le mal écrire et la tension entre la forme et le contenu, entre la prose, entre l'architecture de la prose et le contenu qu'elle est censée faire passer, si vous voulez. Pour ce qui est du modèle critique, le modèle critique est fondé sur le dépassement de Mechanic
et de l'école de ce qu'on appelle Tel Aviv, hein, Toury bon, surtout Toury, hein, parce que Even Zohar n'était pas vraiment traductologue. Donc, cette vision déterministe du traduire chez Toury, que les traductions sont comme ça parce qu'elles sont comme ça, on ne doit pas juger les traductions. Hein. C'est un peu foucaldien parce qu'il s'agit de se poser la question pourquoi tel discours est apparu de telle manière et pas de telle autre. Hein. Et sur la critique de la sévérité, comme il l'appelle lui, de la sévérité de Méchonic. Et il l'a fondé, donc dépassement de 2 modèles et 2 fondations, l'herméneutique post-heideggerienne, Ricoeur surtout, qu'on retrouve avec Hans Robert Jauss avec des concepts tels que horizon du traducteur, et bien sûr Walter Benjamin, l'archétype du critique chez Antoine Berman, et on voit comment Walter Benjamin revient. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord les lectures et les relectures de la traduction pour voir si la traduction est un texte, parce que parfois on ouvre une traduction. Moi-même, ça m'est arrivé d'ouvrir des traductions et de commencer à prendre note et puis de me rendre compte que cette traduction n'est même pas un texte, elle n'est même pas critiquable. On revient au concept des romantiques allemands de la critiquabilité des œuvres. Si une œuvre est critiquable, c'est une œuvre d'art. Hein? Donc, on voit si la traduction, elle tient, puis on essaye de tirer les zones miraculeuses, c'est-à-dire les zones réussies, et les zones problématiques, là où il y a par exemple de l'interférence linguistique, de la contamination linguistique, ou au contraire, là où on sent que le texte est trop français, par exemple. Hein. Ces impressions-là sont importantes. Donc, les lectures de l'original, c'est une pré-analyse, on doit analyser et on doit étudier la poétique du texte, c'est-à-dire tous les traits stylistiques qui individuent le texte, qui font sa spécificité. Et puis, on sélectionne des passages, là où le texte se condense et se représente. Et puis, on pose les 3 questions suivantes. C'est quoi la position traductive du traducteur? Quel est le compromis que le traducteur fait entre sa vision et les discours ambiants qu'il a internés? C'est quoi le projet de la traduction? D'abord, est-ce qu'il est individuel ou collectif? Est-ce que cette traduction-là est une traduction nue, sans appareil critique, par exemple? C'est quoi le paratexte? L'étude des paratextes, qui est un domaine riche vraiment à étudier. Et c'est quoi l'horizon du traducteur? De quel horizon procède cette traduction? Horizon, c'est-à-dire état de la langue, état des connaissances sur le texte, état de la littérature, hein? Toutes ces déterminants qui déterminent l'agir et le penser du traducteur. Et puis on écrit la critique. Et donc la critique doit faire face au problème de la lisibilité. Par exemple, parce que Antoine Berman critique beaucoup Méchonic parce qu'il le considère comme étant, il était trop technique, il est très difficile et tout. Et là, on arrive, peut-être que je terminerai avec ça, hein, pour ce qui est de la critique. Et là, on arrive justement sur le fondement de l'évaluation. Berman récuse directement cette dichotomie entre sourcier et cibliste, et il dit que la traduction doit arriver à la correspondance, au rapport de correspondance dans les signifiants, c'est-à-dire dans la signification polysémique, dans toutes les significations du terme correspondance, qu'on pourra discuter après. Et pour le faire, l'évaluation doit être fondée sur la recherche de la poéticité et de l'éthicité. La poéticité, c'est-à-dire que le texte est bien écrit, c'est-à-dire qu'il répond aux normes scripturaires de la langue d'arrivée dans lequel il est traduit, et l'éthicité, c'est un certain respect du texte original. Et la dernière ou l'avant-dernière étape, c'est l'étude de la réception des traductions. Est-ce que la traduction a été vue, aperçue, ce qui est rare, en tant que traduction? Si elle a été vue, est-ce qu'elle a été évaluée, analysée, ou comme ça juste jugée admirable par un journaliste culturel qui n'a peut-être même pas lu l'original? Pour déboucher sur la critique productive, c'est-à-dire que tout ça doit déboucher sur l'énonciation de principes d'une retraduction, d'un nouvel horizon, d'un nouveau projet pour une retraduction de cette œuvre-là. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Martine Broda quand elle a
quand elle a assisté au séminaire de Berman sur Benjamin. Je terminerai par poser ces deux questions-là. Est-ce que Berman est étranger à lui-même? Là, je fais référence à un fameux article de Marc Charon, de l'université, je crois, de Montréal ou de Concordia, au Québec, qui a écrit un article, Berman étranger à lui-même, pour montrer que ce Berman lui-même, là, n'a pas appliqué ses propres théories en traduisant la littérature latino-américaine. Mais moi, je pense que si on revient à la chronologie des œuvres bermaniennes, on va voir qu'il y a eu des traductions, puis à partir d'un certain moment, des réflexions sur ces traductions-là. Et donc, je pense que Berman a tiré des leçons théoriques de ses propres erreurs. Donc, Berman étranger à lui-même, je ne sais pas. Berman démodé ou dépassé, je pense que Berman a préfiguré beaucoup de choses, beaucoup d'idées que nous sommes en train maintenant de connaître. La traduction comme paradigme, il y a tout un tournant en traductologie là, qui essaie de voir la traduction comme paradigme de tout échange interculturel. Et il a préfiguré aussi les problématiques de la traduction, de la relation entre traduction et droit, dans le fait, par exemple, qu'il ait critiqué le concept de traduction comme texte dérivé d'un texte original absolu. Et il dit que, parce que dans tout texte original, il y a déjà une traduction, il y a déjà ce rapport à d'autres textes et à d'autres langues. Il faut remettre en question cette dérivation, si vous voulez, ce caractère de dérivé du texte traduit par rapport au texte original. Je vous prie de m'excuser et je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous êtes encore vivant. Merci beaucoup, Rassen, pour cette communication extrêmement dense et passionnante. Naturellement, j'ai beaucoup de questions, mais je vais laisser peut-être d'abord le public, les étudiantes et les étudiants poser les leurs avant de te demander de revenir sur certaines notions. Il faudra dire qu'il est impossible de synthétiser. Non, bien sûr, oui, évidemment. Aussi, mais tu as été très pédagogue, mais il y a des choses, bon, tu as été obligé de passer un peu rapidement sur certaines notions et ce serait l'occasion ou jamais de revenir là-dessus. Donc, vous pouvez, donc le public, je m'adresse au public, vous pouvez soit écrire vos questions dans le chat, soit tout simplement ouvrir votre micro et poser les questions. Bon, les questions écrites passeront par toi et tu me les communiqueras, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Okay. Oui, alors moi je m'appelle Yara. Voilà, oui, je suis étudiante dans le Master TLEC. Ma langue de spécialité, c'est l'espagnol. Bonjour Yara, allez-y. Bonjour Yara. Bonjour. Donc voilà, merci beaucoup Rassan. Effectivement, c'était très très dense. On a essayé d'attraper quelques concepts au passage, mais tout retenir sera difficile. Ça m'a un peu interpellée, donc j'aimerais bien vous demander de revenir un peu sur le fait de lire. Alors, où est-ce que j'ai noté ça? Lire en mode commentaire d'une œuvre, c'est s'occuper de la lettre, c'est-à-dire vraiment du texte écrit, des mots employés de manière matériaux de la langue. C'est ça que vous vouliez dire? Oui, à peu près, oui. Je réponds? Donc, oui, voilà. Oui. Antoine Berman faisait la différence entre l'analyse littéraire, qui selon lui s'occupe des idées, c'est-à-dire de ce que dit un texte, si vous voulez, des thèmes qu'un texte pourrait porter, et le mode commentaire, qui lui s'occupe de la lettre. En fait, on ne peut pas dire s'occuper de la lettre et se taire, parce que s'occuper de la lettre, c'est-à-dire et de cette relation de ce que Benjamin disait, comment la pensée se déploie dans la poésie, le déploiement de la pensée et de la poésie. Henri Méchanic disait, le rythme, c'est l'organisation du sens, c'est l'organisation, la démarche du sens dans le discours. Donc vous voyez, les deux sont séparables. Donc le commentaire s'occupe justement de voir comment est-ce que cette pensée
est porté, est porté par la lettre du texte. Comment est-ce que ce texte-là fait ce qu'il dit, ou dit en faisant, ou fait en disant. Hein? Toutes ces choses-là. Béchonik, par exemple, avait écrit un livre sur Spinoza que je n'ai pas lu, que je n'ai pas trouvé, mais je pense en deviner, c'est-à-dire le contenu. Spinoza, poésie de la pensée. Donc, comment est-ce que ce pensée, donc le dit, le sens, les thèmes, s'imbriquent et sont liés, et sont étroitement liés à la lettre et ne peuvent pas passer justement en dehors de la lettre. Donc, le commentaire, c'est faire cette analyse-là. C'est faire cette analyse de comment le texte, en tant que machine productrice d'affect et de signification, comme disait Deleuze, comment est-ce que cette machine-là fonctionne et produit justement les effets et les significations. J'espère ne pas t'avoir embrouillé encore plus, Yara. Non, ça va, j'ai plutôt compris, mais en tout cas, ça veut bien dire que quand même dans le commentaire, il y a une dimension de sens du texte. Oui, on n'analyse pas que la langue. Oui, bien sûr. Sinon, on tomberait dans l'analyse structurale, stylistique, dans le sens le plus formaliste. Je mets le mot entre guillemets, hein, formaliste du terme. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Ara, pour votre question qui est très pertinente. En attendant que le public pense à une question ou à formuler la question, moi, j'aimerais bien revenir avec toi sur le rôle de Luther dans la traduction de la Bible et sa popularisation, en quelque sorte. Et j'aimerais la comparer à une tentative de traduction du Coran en darija marocaine. J'ai découvert ça par hasard sur Internet. Et le propos du traducteur, c'était de montrer que toute la force du message coranique résidait dans l'opacité de sa langue et dans un état de langue qui ne nous est plus accessible aujourd'hui. Et en traduisant donc en darija, c'est-à-dire dans les mots de tous les jours et dans les mots du peuple, il disait en commentant, parce que le commentaire est une chose et ensuite la réception est une autre, donc il organisait la réception de sa propre traduction en disant, vous voyez, dès que je traduis le Coran en darija, il n'a plus justement l'aura, pour détourner le terme de Benjamin, il n'a plus cette aura qui lui vient essentiellement de son opacité. Voilà. Le rapprochement que tu fais, Touria, est très intéressant parce que tu dis traduire vers la darija. Et la question qui vient et qui va nous lier directement à Luther, vers quelle darija? Celle de Meknes, celle du Rif, celle de, je ne sais pas, de Tanger, celle de quelle darija? Oui. Parce que c'est justement le travail qu'avait fait Luther. C'est-à-dire celui qui veut traduire. D'abord, quand on parle d'opacité, le Coran n'était pas opaque pour les Arabes. À l'époque, non. Il était très clair. Donc là, on parle justement, voilà, on parle de historicité de la traduction. Le Coran était clair pour les Arabes c'est-à-dire les premiers récepteurs. Donc, mais la question la plus intéressante et qui nous lie à Luther, c'est ça. Vers quel darija? Parce que Luther, c'est justement le travail inverse qu'il a fait. Luther voulait traduire, parce que ce n'était pas la première traduction, il voulait retraduire, et toutes les grandes traductions, c'est des retraductions, comme le disait Antoine Bergman. Luther voulait traduire la Bible vers la langue des Allemands, vers la langue de tous les jours des Allemands. Sauf qu'au temps de Luther, il n'y avait pas un seul Allemand, il y avait des Allemands. Donc, s'il traduit dans un allemand littéraire comme ça châtier les Allemands, c'est-à-dire l'homme dans la rue, l'homme au marché, la femme dans son foyer, l'enfant dans la rue ne vont pas le comprendre. Mais s'il traduit dans un seul dialecte, les autres, si vous voulez, les autres Allemands ne vont pas le comprendre. Et c'est tout le travail de Luther selon Berman. Là, je fais le crédule et je suis Berman, je ne suis pas germanisant. Mais Berman dit que Luther, justement, a fait que
il a ancré sa traduction dans les différents, ce qu'il appelait, je crois, Mundarten, c'est-à-dire les différents darija de l'allemand, les différents dialectes de l'allemand, mais en essayant de les rapprocher les unes des autres et d'inséminer, si vous voulez, l'allemand littéraire avec ces darija-là. Et il a réussi l'exploit de créer un allemand, si vous voulez, bon, de créer, c'est-à-dire de transformer, de prendre l'allemand vers un état qui était différent de l'état d'avant. D'ailleurs, Berman dit qu'il y a un avant Luther et un après Luther. Et donc, c'est tout le travail justement de Martin Luther, si vous voulez, d'inséminer l'un avec l'autre, de marier et de faire un rapprochement pour que la traduction soit à la fois compréhensible par tous les locuteurs des différentes darijas, mais en même temps, qu'elle ne soit pas coupée de ces darijas-là et qu'elle soit ancrée dans la manière de parler allemande. Et je pense que peut-être c'est le mouvement inverse de celui qui a été fait par ce traducteur-là du Coran vers le marocain d'Elijah. Et puis, cette traduction-là me rappellerait la première traduction complète du Coran. Elle a été faite par le latin, en latin par Robertus Catenensus au XIIe siècle, je crois, et qui était une traduction ouvertement anti-musulmane, pour montrer l'imposture de ce malheureux de Mahomet, cet imposteur. Et donc, j'imagine qu'on préfigure directement le résultat, parce que comme le dit Berman, toute traduction n'est que le résultat de son projet, de sa vision de départ. Mais je pense que c'est un rapprochement très intéressant que tu as fait avec la traduction marocaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres questions? Oui, c'est encore moi, Yara. Allez-y, Yara. J'avais une question sur les visions négatives de la traduction qui semble, enfin, du fait de traduire, qui semble, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, beaucoup plus importante et fréquente que les visions positives. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Oui. Je retrouve exactement ce que j'ai écrit. Voilà, métaphore de la traduction souvent négative. Pourquoi, et en fait, ce qui m'interroge, c'est voilà, pourquoi on est plus facilement enclin à critiquer une traduction, à pouvoir dire en quoi elle est négative, et moins facilement pouvoir dire en quoi elle est positive, j'ai l'impression. Oui, ça c'est un risque dans lequel tombe la critique. Il y a ce critique-là qui a écrit un livre sur la critique des traductions, An Approach to Translation Criticism, Lance Hewson. D'ailleurs, il y a une conférence qu'il a faite en français et elle est disponible sur YouTube. Il dit que faire la critique de traduction, c'est risquer aussi de tomber dans cette tendance à vouloir trouver les erreurs. Parce qu'on est là pour critiquer, donc il faut trouver les erreurs. On ne peut pas critiquer sans trouver les erreurs. Mais justement, Tom Berman dit que la critique des traductions est foncièrement positive. D'abord parce qu'elle nomme le traducteur, parce qu'elle pointe du doigt son travail. Mais si on prend même le travail critique fait par Antoine Berman lui-même, il le dit lui-même, il dit j'ai fait 20 recensions, 20 comme ça, articles et recensions critiques. Il y a, je crois, 4 ou 5 qui sont franchement négatives, 4 ou autres 5 qui sont mitigées, mais la grande majorité, c'est des recensions positives. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Klossowski et sa traduction de l'Énéide, avec le Sophocle de Hölderlin, avec le Chateaubriand de Milton, avec le Plutarque d'Amyot. Ce sont des traductions qui relèvent des erreurs, bien sûr, et des limites, mais qui relèvent les réussites et la grandeur d'une traduction. Mais c'est vrai, vous avez raison, Yara, de dire qu'on est plus enclin à critiquer, peut-être parce qu'il est plus facile de critiquer que peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est psychologique. Maintenant, pour les images négatives. Oui, je pense que les images négatives sont beaucoup plus fréquentes. Il y a
l'image du mauvais copiste, euh, de celui qui ne Ben, pense déjà pas. l'infidélité. Voilà, voilà. Il y a déjà l'infidélité, la belle infidèle, il faut Voilà. la belle infidèle, l'image de celui qui ne pense pas et qui laisse les autres penser pour lui, comme disait le mathématicien de Montesquieu, hein, Oui. comme il le disait au traducteur. Mm. Il y a donc toutes ces images et Antoine Berman dit que ces images négatives-là, ces images rhétoriques marquent un refus de penser traduction. Parce que l'image rhétorique ne fait que plaquer des catégories toutes faites sur un phénomène quand on refuse de penser. Et les images positives, toujours selon Berman, qui sont des images poétiques, c'est-à-dire qui nous disent quelque chose sur la vérité, c'est-à-dire c'est des métaphores poétiques, et là on peut revenir, c'est-à-dire on devrait penser sur la relation entre la métaphore et la vérité, telle que pensée par exemple par Paul Ricoeur, je ne peux pas en dire plus, mais les métaphores poétiques disent quelque chose sur la vérité, sur la réalité, sur l'essence de la traduction, mais elles sont apparemment beaucoup moins fréquentes que les images négatives. Peut-être pour ce que je viens de dire, parce qu'il est plus facile de critiquer que de penser, c'est-à-dire plus profondément le phénomène de la traduction. Et parce que aussi, historiquement parlant, peut-être aussi c'est lié aussi au fait que, comme le disait Berman, comme le disait Edward Said par exemple, l'ethnocentrisme fait partie intégrante de toute culture. Toute culture est par définition ethnocentrique. Bien sûr. Et donc, tout ce qui est ramener une autre culture, tout ce qui est contact avec les autres cultures, il y a le risque de contamination, comme le disait Herder, de contamination de la Vierge par le sang de celui qui la transforme en femme, hein, toujours cette féminisation de la langue. Et donc, peut-être que c'est ça, parce que c'est l'histoire de cet ethnocentrisme constitutif de toute culture qui fait que la traduction est regardée plus négativement que positivement. Peut-être que c'est la raison profonde de cette vision. Si je peux continuer sur cette lancée en reprenant ce que tu as dit, Rassen, à propos de critique négative ou critique positive de la traduction. Pour moi, la critique négative est une critique positive, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'une traduction n'est pas réussie, elle ne fait pas texte, et quand il n'y a pas texte, il n'y a pas lieu de critiquer. Donc, quelque part, une traduction critiquable, que ce soit négativement ou positivement, c'est une traduction réussie. Elle réussit à susciter un commentaire critique et donc elle participe de la réception de l'œuvre et de sa diffusion dans d'autres cultures. Tout à fait. C'est une traduction conséquente, une traduction qui a une vision. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est une traduction. C'est-à-dire il y a un travail derrière et non pas. Tout à fait. Mais tu as parlé de texte. Alors, si Berman emploie le mot, dans quel sens entendre le mot texte? Une traduction qui fait texte. Comment déterminer ce texte? La traduction qui fait texte, c'est une traduction, c'est-à-dire qui répond aux normes d'écriture, tout simplement aux normes d'écriture dans la langue privée. À ne pas confondre avec, c'est-à-dire c'est une traduction là où on sent qu'il y a un certain systématisme, pour dire ça tout simplement, c'est-à-dire c'est une traduction là où il n'y a pas beaucoup d'erreurs, là où il n'y a pas beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qui proviennent je dirais d'une incapacité à écrire, c'est-à-dire on ouvre des fois des traductions, je parle des traductions vers l'arabe, hein. Des fois on ouvre des traductions là où il y a des erreurs, je dirais, scolaires. Donc une non-maîtrise déjà de la langue, quoi. Par exemple, oui, par exemple. De la langue et une incapacité à écrire dans cette langue-là, parce que maîtrise de langue est capacité à écrire, à produire un texte dans cette langue-là. Oui, c'est autrement dit une capacité à faire texte, à donner une forme cohérente. C'est ça? Exactement. Alors, Hiba Belgassem, je te lis la question de Hiba. D'accord.
Elle dit, j'ai une question concernant l'équivalence et l'adaptation selon Berman. Pourquoi, si j'avais bien entendu, était-il contre ces deux notions de équivalence et adaptation? Quand on parle d'équivalence et d'adaptation, bon, déjà l'adaptation, c'est toute la tradition des belles infidèles du XVIIe siècle, les traductions classiques et puis les traductions adaptatrices au XVIIIe siècle. Adapter culturellement, comme a fait par exemple Madame Dacier avec l'Iliade et l'Odyssée. Adapter aussi sur le plan de l'écriture, c'est-à-dire rationaliser une phrase ou des périodes trop longues et donc que l'on considère monstrueuses et non rationnelles. Clarifier ce que l'on considère pas clair. Allonger ce que l'on considère incomplet. Donc adapter à l'ordre du discours, au mode d'écriture de la langue d'arrivée, adapter entièrement, donc effacer tout ce qui individue le texte original. Par exemple, quand on parle d'équivalence, dans les 13 tendances déformantes, Antoine Berman parle des destructions des locutions, c'est-à-dire les expressions idiomatiques, les proverbes, les adapter culturellement, c'est-à-dire les traduire par un équivalent culturel dans la langue d'arrivée qui dit la même chose, qui exprime la même expérience. Ça, c'est l'essence même de la traduction ethnocentrique. Donc, c'est tout à fait normal que Antoine Berman se positionne frontalement contre ces deux pratiques. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Oui, Anne-Elisabeth? Oui. Allez-y, je vous en prie. Alors, vers la fin, vous avez parlé rapidement de l'article Berman étranger à lui-même. Et forcément, vous avez dû passer un petit peu vite dessus. Et du coup, je me demandais quelles sont les motivations pour dire que Berman s'est contredit entre ses théories et sa manière de faire. Marc Sharon, merci pour votre question, Anne-Elisabeth. Marc Sharon avait écrit un article, cet article-là, Berman étranger à lui-même, pour montrer que, tout simplement, Berman était tombé dans les mêmes ou dans un bon nombre de tendances déformantes qu'il avait critiquées. C'est-à-dire qu'en traduisant Roberto Arlt, par exemple, l'écrivain argentin, il avait, par exemple, il avait rationalisé, il avait détruit, il avait appauvri quantitativement et qualitativement le texte, alors que Berman était censé critiquer ces tendances déformantes-là. Et ce qui est intriguant, c'est que Marc Sharon donne un exemple de l'appauvrissement quantitatif. L'appauvrissement quantitatif, voilà. L'appauvrissement quantitatif, c'est quand un texte exprime une réalité ou une idée par différents signifiants. L'exemple que donne Berman, c'est dans le texte de Roberto Arlt, il y a 3 signifiants pour exprimer le même signifié qui est visage. Il y a rostro, cara et semblante. Bon, les hispanisants, excusez-moi, hein, d'accord, si j'ai mal prononcé. Et il dit, Antoine Berman, que si un traducteur traduit ces 3 signifiants par le même signifiant en considérant que ce sont des synonymes, il appauvrit quantitativement le texte. Il prive le texte de cette richesse signifiante. D'accord ? Le problème, c'est que Marc Sharon relève la même erreur chez Antoine Berman. Et là, on se pose la question, est-ce qu'Antoine Berman était aveugle à ce point de choisir un exemple de sa propre traduction sans le savoir pour critiquer? Et là, ça m'a poussé à revenir un peu en arrière pour essayer de voir la chronologie des publications de Berman. Et je me suis rendu compte que les traductions de Berman, à peu près, viennent avant le premier texte, ou presque avant le premier texte qu'il avait écrit sur les 13 tendances déformantes. Et là, je me dis que Berman, en citant cet exemple-là, a tout simplement s'est autocritiqué sans se nommer, et qu'il a tiré des leçons de ses propres erreurs et de sa propre pratique. Et donc, la réflexion bermanienne est fondée sur son expérience. Et donc, Berman n'était pas vraiment étranger à lui-même, c'est juste qu'il a tiré des leçons de sa propre
pratique. Mais la démarche de Marc Charon, c'était ça, c'était de dire, Berman a rationalisé, Berman a clarifié, Berman a allongé, il a fait ceci, et donc il est c'est-à-dire en total décalage avec son discours théorique. Voilà. Merci beaucoup, Rassan. Merci beaucoup. Je viens de mettre dans le chat la référence pour l'article de Sharon. Voilà, merci beaucoup. Tu l'as Voilà. trouvé. Justement, pour continuer sur le même ordre d'idées ou dans le même ordre d'idées, moi, ce qui m'interroge, c'est la notion de littéralité dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as bien distingué du mot à mot, évidemment, mais dans laquelle je trouve, sans être d'accord avec l'admiral, évidemment, je trouve qu'il y a un horizon utopique à vouloir traduire la lettre, justement parce que ça me semble impossible de traduire la lettre parce que les langues ne se coïncident pas totalement, parce que justement, il y a de l'étranger. Alors, comment peut-on résoudre cette tension entre la présence de l'étranger et cet horizon utopique ou cet horizon de vouloir traduire la lettre? Il y a un peu de réponse dans quelques termes que tu utilises dans ta propre question. Parce que qui dit tension dit mouvement perpétuel et donc pas forcément une solution finale. Oui. D'accord? C'est-à-dire une solution définitive. Mm-hmm. Mais je reconnais que oui, il y a sûrement une dimension utopique. D'ailleurs, Berman dit que l'une des plus grandes contradictions de la traduction, c'est que la traduction est le lieu où à la fois la scission platonicienne, c'est-à-dire entre l'être et esprit et corps, la scission platonicienne est à la fois démentie et montrée. C'est-à-dire elle est démentie parce que si on sépare, on tue le texte, donc on doit et en même temps elle est montrée parce qu'on doit séparer pour traduire. Il y a cette tension entre l'être et esprit. Pour ce qui est il s'agit maintenant de savoir ce qu'est traduire littéralement. Traduire littéralement, c'est reproduire dans un autre texte avec les moyens de la langue d'arrivée. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire comprendre la poétique du texte, comprendre comment est-ce que cette machine productrice de signification marche et essayer de reprendre, pour reprendre la terminologie de Barthes, la logique qui porte les sens. La logique par laquelle les sens se sont portés. Et on le fait avec les moyens de la langue d'arrivée. Henri Méchonic disait, c'est traduire calembour pour calembour, traduire rythme pour rythme, mais bien sûr, il est impossible de transposer comme ça, il est impossible. Traduire vers une langue, c'est écrire dans cette langue-là, et donc c'est d'exploiter les ressources de cette langue-là pour essayer de faire entrevoir, si tu veux, le dire, hein, la parlance du texte original. Bon, à divers degrés de réussite, à divers degrés de perte, ça c'est sûr. Mais c'est principalement ça. Donc c'est pas le calque aveugle, c'est pas le motamotisme, et ce n'est pas une violence qui déchirerait complètement les tissus de la langue. Par exemple, à propos de l'Énéide de Klossowski, Berman disait que il ne s'agit pas de reprendre factuellement le système d'inversion qu'il y a dans le texte latin en français. Il s'agit d'essayer, c'est-à-dire il ne s'agit pas de reprendre factuellement les inversions latines dans le texte français là où elles sont, mais essayer de reprendre le système des inversions là et de les disposer comme ça dans le texte, de chercher ce que dans la langue française, dans la langue d'arrivée, n'est pas encore complètement fermé, clos, norme, et d'essayer d'introduire
le dire étranger par là. Et donc, donc ce n'est pas une violence, encore une fois, qui déchirerait complètement le tissu. Je me rends compte que je suis en train, peut-être inconsciemment, d'utiliser une terminologie très sexualisée, tissu, violence et tout. Oui, peut-être qu'il faudrait réfléchir, réfléchir sur ça. Bon, j'espère avoir Oui, tout à fait. Et j'allais dire que c'est d'ailleurs pour ça que Berman est une référence incontournable pour les traductions postcoloniales, parce que le texte dit postcolonial, justement, procède d'une présence d'hétérolinguisme, par exemple, ou de subversion de la langue par une langue silencieuse, mais qui est présente à travers une poétique de la traduction. Donc, traduire un texte comme ça, sans prendre en considération justement ce dire-là, ce dire de l'interférence, ce dire de la bilangue, comme disait Khatibi, serait passé à côté. Et il y a justement des critiques de traduction, par exemple, de textes francophones maghrébins, marocains ou algériens, en arabe, où les traducteurs ont gommé cette dimension plurilingue, hétérolingue, etc. Comme pour prétendument rapatrier un sens originel qui n'existe pas de toute façon dans sa langue d'origine. Tu vois? Et donc, effectivement, l'éthique bermanienne voudrait que l'on reproduise justement ce conflit de langue, cette coprésence de langue dans le texte d'arrivée également, au lieu de simplement traduire de manière à gommer toutes les aspérités. Regarde ce que dit je suis rapidement passé sur ça, mais par exemple, parmi les enseignements du Milton de Chateaubriand, je rebondis sur ce que tu viens de dire, très pertinemment d'ailleurs. Chateaubriand a traduit le paradis de Milton en le latinisant. Mais pourquoi? Parce que le paradis de Milton est lui-même un texte très latinisé, très influent, très latinisé et polylingue. Il y a l'influence de la présence de plusieurs langues dans le texte de Milton. Et regarde ce le rapport interne entretient avec la traduction, c'est-à-dire ce qu'elle contient en soi de traduction et de non-traduction, le plurilinguisme dans un texte, détermine idéalement son mode de traduction interlangue et ainsi que les problèmes de traduction qu'elle peut poser. Donc, traduire un texte pur, même si ça n'existe pas, mais traduire un texte beaucoup moins plurilingue, donc là où il y a beaucoup moins de rapport interne à la traduction, de la même manière que de traduire un texte à la Khatibi, un texte postcolonial, ça serait une erreur. Donc, c'est cette présence de traduction dans le texte original qui détermine déjà son mode de traduction et qui détermine les problèmes que la traduction de cette œuvre-là pose. Et donc, ça va directement dans ce que tu viens de dire sur le texte postcolonial et toute cette hybridité qu'il pense en lui, qu'il charrie en lui, qu'il contient. Et là, c'était l'un des enseignements les plus intéressants que j'ai trouvé chez le Milton de Chateaubriand. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste juste quelques minutes. Ah, oui. Quelqu'un dit « on ne vous entend plus très bien ». Est-ce que maintenant, vous nous entendez mieux? Parce que moi, j'entends parfaitement. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Rassen, c'était un peu perturbé. Oui, il y a oui, d'accord. Yara vient de me dire que c'était tout à l'heure, mais ça va mieux. D'accord. Ça va mieux. Une connexion qui est instable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai des questions sur ta propre pratique de traducteur. D'accord. J'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Donc, en attendant que les questions viennent, est-ce que tu peux… moi, je suis très intriguée par le genre de texte que tu as choisi de traduire en arabe. Comment est-ce que tu fais le choix?
Est-ce que c'est une commande, par exemple, d'un éditeur? Est-ce que c'est un choix subjectif et personnel parce que ce sont des livres qui t'ont amusé ou plu je veux dire, pourquoi, par exemple, Pierre Bayard? Pourquoi Pierre Lemaître? Je vois que tu aimes bien les Pierres, d'ailleurs. Pierre Bayard et Pierre Lemaître. Je dirais que ce sont des commandes heureuses. Les 3 traductions que j'ai publiées, parce qu'il y a aussi Bird Box de Josh Malerman. Hein? Oui, je ne l'ai pas celui-là, oui. Je l'ai reçu pendant la période de confinement, Ah. mais tu auras ta copie. Merci. Ce sont des commandes d'éditeurs. C'est-à-dire, mais des commandes que je trouve des commandes vraiment heureuses. C'est-à-dire, l'éditeur, selon moi, a bien choisi les textes, que ce soit Pierre Lemaître ou Pierre Bayard ou Josh Malerman. C'est de la traduction littéraire, donc bon, c'est-à-dire ça tombe dans le domaine que je chéris le plus, hein, c'est-à-dire traduire la prose littéraire. C'est des lectures qui m'ont poussé vers d'autres lectures. Par exemple, maintenant, si je peux traduire 3 jours, non pas 3 jours, Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, c'est-à-dire le roman avec lequel il a eu ça sera un choix, justement parce que j'ai aimé 3 jours et une vie de Pierre Lemaître. C'était des commandes. C'est un éditeur qui m'a contacté à travers une connaissance commune et qui m'a envoyé les textes et j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai reçu une autre commande que j'ai terminée d'ailleurs et qui normalement devrait sortir, celle de Mohamed Dib, une pièce de Mohamed Dib. Et j'ai choisi de traduire un texte qui est celle de Meïsabé, Au commencement était la mer. Ça, c'était un choix que j'ai terminé et pour lequel je suis à la recherche d'un éditeur. D'accord. Mais donc, ce n'est pas Kalimet. Je donne le nom de ton éditeur pour lui rendre hommage. C'est Édition Kalimet. Il est dans quelle ville d'Algérie? Non, Kalimet, c'est une édition au Koweït. Ah, au Koweït. D'accord. Okay. Ah oui, c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant aussi pour la censure. D'accord. Ah oui, qui est très très puissante au Koweït. Peut-être encore plus puissante en Arabie Saoudite. Et ça m'a vraiment interloqué. Par exemple, pour Pierre Lemaître, je n'ai pas pu laisser les scènes de sexualité telles qu'elles sont. On n'a pas pu effacer la sexualité des personnages parce qu'il y a des événements clés sans lesquels on ne peut pas c'est-à-dire traduire le roman tomberait, mais les détails des scènes sexuelles ont été drastiquement censurés. Wow. C'est intéressant ça comme expérience concrète pour nos jeunes traductrices et traducteurs. Ils sachent que parfois il faut composer avec ça. Oui, parfois, et je dirais même souvent ou presque toujours, parce que si vous êtes déjà en la situation financière des traducteurs, alors là, si vous arrivez à décrocher un contrat et que l'éditeur, le commanditaire donc, de la traduction vous dise « je veux ceci et je ne veux pas cela », peut-être qu'en France, c'est autre chose. Peut-être qu'en France, ça va être des contraintes d'ordre stylistique. C'est-à-dire, écrivez de manière plus claire, écrivez, je ne sais pas, si les phrases sont longues, si l'écriture n'est pas très rationnelle, si la phrase n'est pas très française, donc francisez les phrases, c'est-à-dire faites que la phrase soit plus lisible, peut-être. Mais chez nous, sur le plan syntaxique, par exemple, sur le plan de mes choix stylistiques, l'éditeur n'était pas très regardant. Mais sur le plan de certains termes, certains passages, l'éditeur me dit tout simplement, ça ne passera pas. On va me fermer boutique, on va venir c'est-à-dire on va retirer le livre, ça c'est sûr, et je vais recevoir des sanctions sur la tête. Donc, on est obligé, d'abord par le fait que la traduction soit une commande, et aussi éthiquement, on est obligé, c'est-à-dire de suivre ce que dit l'éditeur. Mais ça me pousse, déjà que c'est une conviction, mais ça me pousse à mettre ça dans mes préfaces de traducteur.
D'accord. à le signaler, ne serait-ce que par une phrase. J'ai dû faire ceci et cela Oui, oui, c'est parce que important. l'éditeur me l'a demandé. C'est important, bien sûr. Parce que l'éditeur me l'a demandé. Mais c'est l'une des contraintes, c'est-à-dire c'est l'une des réalités que connaît le traducteur et la traductrice et avec laquelle il doit ou elle doit composer. Le fait que c'est ça. On suit l'éditeur et on doit composer avec. Très intéressant. Est-ce que tu veux nous parler de… Il y a aussi, pardon, excuse-moi de te couper, il y a aussi le problème de trouver l'éditeur aussi, pour trouver un traducteur. C'est-à-dire pour le convaincre d'un projet, de lui proposer un projet et le convaincre de la viabilité de ce projet-là. Pour un traducteur, c'est encore plus difficile parce qu'il faut que l'éditeur ait les droits. Les droits sont chers, surtout si on voit la disparité entre les monnaies, c'est-à-dire entre nord et sud. Donc, l'éditeur doit payer les droits de traduction, les droits de cession, et il doit payer le traducteur et la traductrice, ce qui rend le projet de traduction encore plus lourd que pour publier un livre directement, c'est-à-dire original entre deux guillemets. Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé? Oui, non, moi, je suis très intéressée par la lecture de tes traductions de Mohamed Dib et de Maïsabé, justement. On les trouve déjà ou pas encore? Non, la traduction de Mohamed Dib devrait, devrait sortir chez l'édition El Kalima, pas Kalimat, hein, El Kalima Al. J'imagine que tu connais. Oui, dirigé par Guy Dugas. Voilà, j'attends toujours en fait la publication, mais elle ne vient pas. Je ne sais pas pourquoi. Pour ce qui est de Maïsabé, je suis toujours à la recherche d'un éditeur. Quel livre de Maïsabé? Au commencement était la mer. C'est son premier roman, c'est-à-dire son roman. Au commencement était la mer, oui, c'est un très beau roman. Très bien. Écoute, à te lire, j'espère que ça sortira bientôt et que nous pourrons en discuter et nous t'inviterons pour en parler aussi, parce que c'est là où justement, je ne sais pas si cela t'intéresserait d'en parler selon une perspective postcoloniale ou pas, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas quels sont tes choix traductifs pour la traduction de Dib et de Maïsabé, mais nous pourrons en discuter en tous les cas. Ce sera avec plaisir, ce sera toujours avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien, une question pour moi, pour ma propre curiosité. Tout à l'heure, quand tu parlais tu disais qu'il y a des nations qui ont un rapport fondamental à la traduction et d'autres un peu moins, et tu as parlé de la France et de l'Allemagne en les comparant. C'est plus Berman. Hein. Oui, c'est-à-dire je reprenais le propos de Berman, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu as réfléchi à la question pour l'arabe justement et les pays arabes? Est-ce qu'il y a eu un rapport à la traduction important, comme cela a été le cas pour l'Allemagne, et sans comparaison bien sûr, puisque nous avons eu des Buyut al-Hikma, n'est-ce pas, et de nombreuses traductions se sont faites dans les pays arabes, sauf que cela s'est fait surtout dans une certaine période, pendant l'âge d'or de la civilisation arabe. Et après, il y a eu une espèce de Soubet Amiq, qui dure depuis… Voilà, d'endormissement, de stagnation jusqu'à la Nahda, où en Égypte, on a repris encore ce mouvement de la traduction. Et peut-être dans la Nahda, les raisons fondamentales n'étaient pas les mêmes qu'au Moyen-Âge, parce que la Nahda, c'était une espèce d'idée que je trouve saugrenue. On va rattraper le retard. On pensait qu'on pouvait transposer la modernité en traduisant simplement des œuvres. Tout à fait. Et je crois que ça continue encore aujourd'hui, cette idée que la traduction
cette idée pragmatique de la traduction comme manière de diffuser le savoir, comme si c'était magique, comme s'il suffisait de traduire et de Tout à fait. diffuser pour que, je ne sais pas, un pays se développe, par exemple. Tout à fait. Transposer le savoir, comme le disait un historien du monde arabe, Gustav von Grunebaum, je crois, il disait, il y a cette tendance chez les intellectuels. Il parlait de la nahda, mais il dit qu'elle continue. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, ça continue, oui. Chez les intellectuels, comme ça, une tendance dans la culture arabe, que l'on peut d'abord transposer les savoirs comme ça techniques, et transposer la technologie directement sans passer par les fondements philosophiques, les fondements qui ont constitué la raison européenne, justement cette raison-là, hein, qui a donné la civilisation. C'est-à-dire, on traduit l'engineering, les mathématiques, et c'est ce qui s'est passé à la nada. Mais on laisse de côté la sociologie, toutes les sciences qui avaient commencé les sciences humaines qui avaient commencé à naître comme ça, l'anthropologie, l'histoire, tout ça, ça ne nous concerne pas. Nous avons juste besoin de la technologie pour rattraper le retard. Et comme tu dis, c'est une idée saugrenue, d'ailleurs, qui n'a pas réussi. Adonis, par exemple, le poète et penseur arabe Adonis était très critique par rapport à la Nahda parce qu'il y voyait cette tradition fondamentale. On voulait rattraper l'Europe à travers la technique, mais sans remettre en question les fondements philosophiques de notre raisonnement même, de notre appréhension du monde, de notre appréhension du savoir, de la société, de l'être humain, du texte religieux, tout ça. Alors que la traduction dans le monde arabe pendant les 2 siècles abbassides était une traduction beaucoup plus profonde et le contact avec l'autre était beaucoup plus profond. C'était la traduction d'une nation. Il était moins complexé déjà. Le Voilà. contact avec l'autre, oui. Exactement. Parce que les pôles de domination n'étaient pas les mêmes. Voilà. La Nahda a commencé avec la gifle napoléonienne en Égypte et on s'est levé comme ça, on s'est réveillé en disant il y a 2 ou 3 siècles de retard qu'on devrait rattraper rapidement, et ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Bien sûr, ce n'est pas téléologique, malheureusement. Exactement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, c'est très enrichissant et il y a monsieur ou madame Boudraoui qui dit que c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Merci. Je te transmets. Merci. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais remercier vraiment très vivement Rassen Lotfi d'avoir accepté notre invitation. C'était à la fois riche, dense, mais tu as aussi lancé des pistes de réflexion diverses et je suis sûre que nous allons relire ton document et en faire l'objet d'une séance de discussion pour la semaine prochaine, donc où j'essayerai. Je ne vous promets pas que je serai aussi érudite que Rassen, mais j'essaierai de répondre à certaines questions. Merci beaucoup. Ou je lui poserai les questions tout simplement en toute humilité. Voilà. Merci beaucoup Rassen et à une prochaine fois, j'espère. Merci à toi, encore une fois, pour cette opportunité. Merci à tous ceux et celles qui étaient là, Yaran, Elisabeth, Hiba Belgassim qui a posé, Boudra ou Amina aussi, à tous ceux qui étaient là et qui n'ont pas posé de questions. C'est toujours un plaisir et merci encore. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.